Et on va commencer notre séance de bon matin. Alors que les intervenants viennent nous rejoindre. Et vous savez, parce que ça nous met en jambes et parce que, comme ça se fait dans n'importe quelle bonne société, on applaudit les gens qui viennent passer la matinée avec vous. Mesdames et messieurs, voici vos intervenants ce matin, que je vais vous présenter dans quelques instants. Voilà, on va échanger. Madame, venez donc me rejoindre ici sur scène. Mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, je suis très heureux parce que je dois être un instituteur frustré et je suis ravi de vivre ce que vivent les enseignants. Les premiers rangs sont vides et les élèves se mettent plutôt à côté du radiateur, c'est-à-dire pile derrière. Merci donc aux bons élèves que vous êtes de vous mettre derrière les premiers rangs, de peur qu'on vous prenne pour des premiers de la classe. Oui, il y en a 2 ou 3 devant, merci beaucoup, on vous a repéré. Je m'appelle Nicolas Rossignol, je suis journaliste, je vais vous accompagner pendant 7 heures pour essayer d'échanger avec tous nos invités autour de cette question essentielle de la formation finalement, formation tout au long de la vie, mais on va parler de la formation notamment autour de l'apprentissage, autour du rôle de l'école. Et le réveil de la force est un vrai cri du cœur du MEDEF pour justement aller encore plus loin sur ces questions. Je vais vous donner juste une consigne. Merci de bien mettre vos téléphones sur silencieux, s'il vous plaît, pour éviter de perturber le débat avec la compétition des sonneries. Et la deuxième chose, vous les gardez allumés quand même, parce que vous allez pouvoir participer en permanence, et vous le voyez sur vos écrans, avec le tweet wall, intervenir, poser des questions, nous dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Je n'aille pas d'à côté de moi pour pouvoir regarder vos réactions au fil de l'eau. Et bien sûr, nous aurons une séance de questions-réponses. Vous pourrez prendre le micro pour les 20 dernières minutes de cette rencontre. Ils ont accepté d'être avec vous ce matin. Je voudrais d'abord vous présenter Madame Gillian Hudson. Bonjour Madame. Vous êtes proviseur honoraire en France et aux États-Unis, médiatrice de l'Académie de Paris. Vous avez été jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs le proviseur constructeur du futur lycée international de l'Est parisien. Ça fait 10-12 ans que vous travaillez sur ce magnifique projet. Le micro est allumé. On est ravis de pouvoir échanger avec vous. Pourquoi est-ce que vous avez accepté, vous, l'invitation du MEDEF? En quoi cette thématique vous intéresse ou vous semble importante, en tout cas? Alors d'abord, je l'ai accepté parce qu'il est toujours intéressant de dialoguer avec, ma foi, pour nous, membres de l'Éducation nationale, de dialoguer avec des personnes qui non seulement sont nos partenaires, oui. Et qui donc, à ce titre, co-éduquent les enfants avec nous, oui. ou devraient. Et d'autre part, parce que le thème me semblait intéressant pour rêver aussi à une évolution de l'école auquel nous participons tous. On a le plaisir, alors que l'on parle du système éducatif français à travers vous, à travers votre expérience pour l'éducation nationale, on a le plaisir de recevoir Jorma Kopinen, qui est directeur général Education and Early Childhood Education and Care in Finland. My English is very bad, so if you can speak and explain us your job. Bienvenue. Thank you very much. I'm working as a director at the Finnish National Board of Education, and we are the state agency working with the national core curriculum and development programs for all the school forms, but not the higher education in my country. Ok. Beaucoup de gens en France, nous disent lors de congrès, de rencontres sur l'éducation, qu'il y a un modèle en Finlande, un modèle d'éducation en Finlande. On va y revenir dans quelques instants, vous aurez l'occasion de nous expliquer cela. Et puis, l'éducation, ça les concerne aussi. Je voulais vous présenter Jacques Biot, qui est le président de Polytechnique. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit « mais quelle horreur les polytechniciens » D'abord, on me dit rarement ça. D'abord, bonjour à toutes et à tous. On me dit rarement ça parce que les gens m'aiment bien. Ah. Mais sur le fond, ma réponse, c'est qu'il y a une vie en dehors de l'école polytechnique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis ici, parce que l'école polytechnique est en bout de chaîne. Elle va bien, elle forme des gens qui trouvent des emplois. Mais on a bien vu, à Aix-en-Provence par exemple, lors des dernières rencontres économiques, que la problématique, c'est celle des perdants. Oui. Et pour nous, c'est très important qu'il n'y ait pas de perdants et que tout le monde soit gagnant.
Et ça va être l'un des propos importants de cette table ronde. Je vous présente enfin François Séguineau, qui est le vice-président Europe de Toshiba Europe. Et vous êtes là au titre de responsable enseignement et apprentissage à la CCI de Paris-Île-de-France. Merci François d'être avec nous. Cette formation, c'est votre job, vous au sein de la CCI, mais finalement, je ne suis pas forcément au courant de tout ce qui se passe à la CCI en la matière. Quelques chiffres, quelques informations clés. La Chambre de commerce, eh bien, c'est 24 écoles d'HEC qui nous accueillent, Oui. également la Fabrique, Ferrandi, Gobelin, des écoles d'ingénieurs aussi, donc une large palette. C'est 15 000 apprentis qui sont placés à 80% au bout de 6 mois. Donc on est très impliqué en tant que Chambre de commerce dans l'éducation et c'est au cœur finalement de notre système de la Chambre de commerce. On va pouvoir échanger là-dessus. Juste un petit clin d'œil à nos équipes techniques. Pour que ce soit confortable, on va monter le retour sur scène, si vous voulez bien. On va monter les retours pour que ce soit confortable pour tous les intervenants ici. Merci beaucoup. On va échanger sur cette question. J'allais dire, pour lancer le débat, la première question que je me pose, c'est quelle école pour quelle éducation? Si nous devions rêver l'école parfaite, parce que tous les débats, quels qu'ils soient, quand on les aborde, d'abord on dit que c'est souvent la faute des médias quand il y a un problème, et ça c'est vrai, c'est pas mal, donc ça c'est pour ma part. On dit juste après que c'est quand même la faute de l'école, parce que l'école ne fait pas ce qu'elle devrait faire tout le temps, elle ne le fait pas bien, enfin on n'est jamais content de toute façon. La faute des politiques, mais ça pour le coup c'est normal. Et voilà, donc la vraie question, si on devait avoir une école parfaite, une éducation parfaite, si on devait rêver cette formation parfaite, ce serait quoi, Guylaine Hudson? C'est un vaste sujet. Et évidemment, vous n'avez qu'une minute 12 pour répondre, sinon ce serait le rêve. 12. Alors, je vais donc commencer par quelques généralités. Oui. D'abord, ce serait une école où on a un grand plaisir à apprendre, principe du plaisir. Très souvent, les collégiens, les lycéens nous disent qu'ils s'ennuient à l'école. Oui. Ils s'ennuient, donc il faut réfléchir à ce principe du plaisir. Quand on a envie d'apprendre, on apprend mieux. Ensuite, la deuxième généralité, mais qui se décline très précisément, c'est que ce serait une école où l'échec serait porteur d'espoir. On parle beaucoup du fait que l'échec en France ne nous aide pas. On n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit de risquer, on n'a pas le droit de répondre quand on ne sait pas. Alors qu'on pourrait valoriser l'échec. Alors qu'on pourrait valoriser et surtout comprendre, comme dans toutes nos vies professionnelles, que c'est à partir de nos échecs que nous arrivons à avancer. Donc et ce point-là est très important parce que les élèves français, du fait de cette peur de l'échec, n'osent pas, ne prennent pas de risques et ne prennent pas l'habitude de choisir. Oui. Or, le choix, c'est aussi l'éducation. Voilà, ce sont peut-être les deux principes, le plaisir et le goût du risque et le goût de l'échec. Après, il y a beaucoup d'autres points. C'est une école où on doit apprendre à vivre ensemble, où on doit apprendre à communiquer, où on doit apprendre à se comprendre. Beaucoup de thèmes peuvent être approchés. Jacques Biot, vous avez un regard justement sur cette école rêvée, cette éducation finalement, la formation qui serait la plus parfaite si tant est que ça existe? Je pense qu'on a effectivement une responsabilité considérable vis-à-vis des jeunes, puisque l'école, c'est un passage dans une vie, mais que c'est un passage qui prépare à un futur. Oui. Et on reproche beaucoup aujourd'hui aux politiques leur manque de vision. Je crois que le monde de l'éducation doit apporter à chacun une vision sur son futur, ou l'aider à se construire une vision sur son futur. Oui. On est aujourd'hui dans un monde qui est largement un monde sans emploi, donc la première responsabilité de l'éducation, c'est de faire en sorte que les jeunes trouvent un emploi à la sortie de leur passage dans l'éducation. Et puis on voit qu'on est un monde qui est quand même très déstructuré, avec des problèmes d'insertion, et donc l'école doit aussi leur apporter ce qui est nécessaire pour une insertion sociale, une insertion culturelle, une insertion politique dans notre monde, pour qu'ils soient bien dans la société. Le même regard peut-être, François Séguineau, à ce sujet, avant de parler du modèle en Finlande. Alors, moi je crois qu'une école qui serait idéale, ce serait une école d'abord où on prend tous les talents, pas uniquement les matheux, pas uniquement les scientifiques, mais également ceux qui ont d'autres talents. Deuxièmement, c'est une école qui va former les jeunes dont on a besoin dans nos entreprises et qui vont contribuer à l'économie du pays.
Et la troisième chose, c'est une école qui anticipe les besoins futurs, puisqu'on sait qu'on travaille 40 ans et donc on a besoin de gens qui vont savoir évoluer dans nos entreprises. Et c'est ça, c'est des jeunes qui sont capables de se remettre en cause, de capitaliser sur les échecs également, mais surtout de savoir d'avancer. Et l'anticipation sera l'un des mots-clés que l'on va aborder tout au long de cette table ronde certainement. Je reviens vers vous, Jorma Kaupinen. Le français a tendance à penser que de toute façon tout est meilleur à l'extérieur, c'est-à-dire le système d'éducation, notamment chez vous, et plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce système d'éducation en Finlande, qui fait qu'on le cite encore dans des assemblées comme celle-ci, qu'on en parle encore comme un exemple à suivre? Qu'est-ce que vous avez de si particulier? Racontez-moi. So, in the Finnish education system, we try to build the equal opportunities for all. This is very important. So it's the same schooling, the compulsory schooling is same for everybody. Okay. It's included with different options, of course, but I can recall what the colleagues here were saying. School should be interesting for the students. That's what we try to do. It should be student-based and centered, and lots of different kind of working methods. That's what we try to enforce. And also at the same time, it should give best possibilities to the human growth of every student, and at the same time to learn what they are supposed to learn at school. What do you think about the French system? I don't know very well the French system, but so far as I can see, it's very academic, and that's one part of the education. But it should be also practical at the same time. Ok. Je vous trouve très diplomatiquement correct, mais tant mieux. Dans ce système-là, est-ce que finalement, ce dont vous êtes en train de nous parler, il y a ce fameux droit à l'échec, on va parler de l'apprentissage, on va parler de l'alternance, est-ce que finalement, on n'a pas eu un peu tendance en France à privilégier la ligne droite, sans accroc, une ligne vraiment très rectiligne comme seul chemin vers l'excellence, vers l'employabilité, alors qu'on aurait peut-être dû accepter assez rapidement que notre ligne puisse être courbe, voire avec quelques cassures évidemment, que peuvent être des échecs, des changements, des reculades entre guillemets. Finalement, est-ce que c'est pas ça aussi que l'on doit changer, le regard que l'on doit changer un peu sur notre système? François, je vous ai vu réagir là-dessus. Cette ligne droite n'est-elle pas notre piège? Je crois que notre système éducatif aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, est très formé pour l'excellence scientifique. Et je crois que c'est très bien. On en a besoin, bien sûr. Et on en a besoin. Oui, oui. Mais il n'y a pas que ça. Et on a besoin d'autre chose aussi. On a besoin d'autre chose. On a besoin de former des jeunes qui soient bien dans leur peau, qui soient dans le savoir-être. Oui. Et surtout, encore une fois, qui sont adaptables à ce dont on a besoin dans les entreprises. Donc on a besoin aussi de jeunes bien formés pour faire fonctionner nos machines, pour être dans la gastronomie française. Et on voit à la Chambre de commerce, je suis toujours émerveillé de voir les jeunes. Je prends Ferrandi, par exemple, qui forme des cuisiniers... Qui est une école hôtelière absolument de très haut niveau, mais aussi des gens qui vont servir en salle de restaurant. Ils sont épanouis, ils sont heureux, ils vont trouver un job très facilement. C'est une réussite. Ou la fabrique, qui apprend justement à être tapissier. Eh bien oui, on a besoin aussi de tapissiers. Et on voit des jeunes qui sont des créateurs et qui demain vont créer leur entreprise. Et c'est de ça dont on a besoin. La réaction, alors j'en parle d'abord aux polytechniciens, ça vous choque quand je me pose la question de savoir si la ligne droite finalement n'est pas l'un des pièges du système français? Non, non, vous avez tout à fait raison. C'est même une problématique pour nous. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que l'école polytechnique est extrêmement heureuse du système puisqu'il sélectionne les meilleurs et il les envoie chez nous. Et sur le fond, quand les élèves arrivent, je leur demande moi de faire un reset dans leur tête. Oui. Parce que on est sur un système où les jeunes arrivent dans une école comme l'X ou comme d'autres grandes écoles par hasard. Et ils ne sont pas maîtres de leur destin. Et je pense qu'un point extrêmement important, c'est de rendre la maîtrise de leur destin aux jeunes. Donc quand ils arrivent, je leur dis, vous êtes là par hasard, mais je vous demande de refaire un reset et de vous dire que vous êtes arrivé ici par choix et que vous reprenez la maîtrise de votre futur.
Et le système français est une grande fabrique de perdants. C'est un gâchis énorme. Et donc, une fois encore, il y a de la place pour des parcours qui ne soient pas des parcours du type excellent au sens français. Donc même chez Polytechnique, on pourrait avoir des gens qui ont un parcours complètement atypique? Mais on commence à avoir des parcours atypiques. Alors on a créé un accélérateur et tout un dispositif pour la création d'entreprises dans lequel nous n'avons que 30% de polytechniciens. Donc Oui. aujourd'hui, beaucoup de polytechniciens qui se tournent vers l'entrepreneuriat. Mais je fais en sorte que l'école soit extrêmement ouverte à des gens qui ont des profils différents. Et nous allons ouvrir des cursus qui sont des cursus qui ne recruteront pas dans les classes prépa. On a une énorme affection pour les classes préparatoires, évidemment, oui. Un lien très fort avec eux, mais il faut s'ouvrir à d'autres origines. Guylaine Hudson? Oui, je crois qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est effectivement que la ligne droite est très valorisée, non seulement dans l'école, mais aussi par les familles, il faut reconnaître. Bien sûr. Et par les entreprises aussi. Et par les entreprises les recruteurs. Aussi, bien sûr, et par les recruteurs. Et la deuxième chose, c'est qu'on pense dans le système que tous les jeunes au même âge doivent être dans la même classe et suivre le même cursus, qu'ils soient d'ailleurs en France ou à l'autre bout du monde. Et donc, ces deux choses combinées donnent un carcan très étroit. Bien sûr. Si on compare au système américain, vous savez qu'on ne travaille pas par classe, mais par unité de valeur. On peut être très bon en français, pas bon en maths. On va avancer là où on est bon et on va renforcer là où on n'est pas bon. Alors, il faut quand même être honnête et dire que l'éducation nationale, depuis plusieurs années, tente de créer des passerelles. C'est-à-dire qu'elle tente d'évoluer. Elle tente d'évoluer et elle tente de montrer que si on commence avec un diplôme lambda, on peut passer dans un autre, au mérite, etc. Mais ce sont des évolutions très longues, difficiles, douloureuses, et il faut vraiment les reconnaître et les encourager et aller plus loin. Qu'est-ce qui est long finalement? Et pourquoi c'est long et pourquoi le rouage n'est pas assez huilé? C'est parce que les enseignants ne sont pas préparés non plus. Est-ce que la formation des enseignants, finalement, ne les prépare pas à cela? Ce qui est long, c'est que, d'abord, c'est vrai qu'on n'est pas préparé. C'est vrai aussi que les enseignants, très souvent, viennent eux-mêmes d'un cursus très linéaire. Oui. Ce sont de bons élèves, oui. par définition. D'ailleurs, on a la chance en France d'avoir des enseignants très bien formés sur le plan intellectuel. Donc, Sauf que ça ne fait pas tout. Sauf que ça ne fait pas tout. Donc, c'est long aussi structurellement. C'est-à-dire que si vous ouvrez la porte à une flexibilité, il faut que de l'autre côté, il y ait des places d'accueil, il faut qu'il y ait des systèmes de compensation intellectuelle. Oui. Par exemple, quand un jeune passe de l'enseignement professionnel à l'enseignement technologique ou même général, il doit évidemment revoir certains apprentissages fondamentaux. Voilà. Donc c'est compliqué, mais on en a conscience et on peut dire que ça commence à bouger. Sauf que si je me permets, avant de laisser la parole à vos confrères ici, si je me permets, ils sont tellement bien formés, nos enseignants, qu'on a des classes d'âge entières qui arrivent au collège avec des lacunes monstrueuses en français. On a un pourcentage d'illettrés, si j'entends bien ce que l'on me dit. On a des élèves en fait qui arrivent en collège, en lycée et qui n'ont pas du tout les bonnes bases. Nos enseignants sont tellement bien formés qu'on a une partie de chaque génération qui est un peu foutue et qui n'est pas reprise en charge par le système ensuite. Je fais exprès l'avocat du diable. Bien sûr. Est-ce que je me trompe? Alors d'abord, vous vous trompez sur une chose. Ils n'arrivent pas au collège avec énormément de déficits. Les tests de fin de primaire ne sont pas si mauvais que cela. Quelque part, ils désapprennent dans ce qu'on appelle le maillon faible du collège, oui. Et en dépit évidemment des efforts immenses du corps enseignant. Mais bon, c'est un âge aussi plus compliqué en termes de motivation. Oui. Donc voilà, nos enseignants sont bien formés, mais peut-être justement que les structures des classes de ces programmes sont un peu rigides par rapport à l'évolution de chaque enfant. La structure étant rigide, on imagine que les enseignants peuvent l'être. J'ai vu Jorma qui réagissait, et peut-être avec son regard depuis la Finlande, et François Séguinon ensuite. I think we are still quite old-fashioned in all school systems all over the world. We see the children, the students, that they are at the same age, they should learn same issues. Flexibility, I think it's the word. For example, in my country, in general upper secondary education, in lycée, 1/3 of the studies is optional. So they can make and choose themselves.
and that this makes those who are ready to choose what they like to continue their studies at the university, they can choose more this kind of subjects. This is a very simple example. It takes time, it makes decisions behind that, and also the parents should understand that the school today should be different than what it was in their days. François Seguido pour répondre justement. Oui, je voulais réagir sur les professeurs. Je crois que leur rôle a changé. Avant, ils étaient là pour transférer leur savoir. Maintenant, le savoir, on l'a. On peut l'acquérir par des systèmes informatiques très perfectionnés. Donc, ce sont plutôt des managers, des coachs, des motivants. Attendez, ce sont plutôt ou ce devrait pardon. Ce devrait être plutôt des coachs. Je parlais ceux de la chambre de commerce, mais donc Monsieur fait sa pub. Ouais, merci. Oui, il faut. Mais en réalité, c'est ce qu'on essaye de faire. La chambre de commerce, mais je ne veux pas parler que de la chambre de commerce, mais je pense que c'est vraiment, il faut que leur façon d'enseigner change. Il faut qu'ils soient plus donc en train d'animer les élèves et puis les ouvrir sur le monde et sur tous les métiers possibles, et dès le plus jeune âge. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que je crois que l'éducation nationale doit toujours être au cœur du dispositif, parce que c'est notre cœur en France, mais il faut qu'il s'ouvre énormément et qu'il soit beaucoup plus ouvert entre, un, les parents, et deux, les entreprises et le monde économique. Et il ne faut pas en avoir peur, c'est une alliance objective pour bien former nos enfants. François, je vais un peu plus loin d'ailleurs. J'animais il y a quelque temps une rencontre entre école-entreprise justement au sein du MEDEF. Nous avions un enseignant de Suède qui était parmi nous et l'enseignant suédois qui était un enseignant de fin de primaire, l'équivalent d'un CM1, CM2 en France, et qui nous disait, mais moi mon seul job c'est d'en faire des entrepreneurs. Mais dans le sens noble, entrepreneurs, des entreprenants aussi, de leur vie, de leur destinée, etc., de leur vie personnelle et professionnelle. Mais finalement, quand cet enseignant me dit, moi, toutes les générations que j'ai en face de moi dans une classe, j'en fais des entrepreneurs, est-ce que c'est pas là déjà que le fossé se creuse avec d'autres systèmes d'éducation? François, pour répondre, ensuite Germain. Oui, juste, j'ai eu l'occasion de faire dans des classes de BTS, expliquer mon métier de chef d'entreprise. Et à la sortie, je dis, venez dans nos entreprises, venez chez Toshiba, on va vous montrer comment on fonctionne. Et à la fin, il y a le professeur qui était là et qui me dit, est-ce que je pourrais y aller aussi? Moi, j'aimerais bien passer 8 jours avec vous à vos côtés, dans votre bureau, voir ce qui se passe. Alors, et ça se fait de plus en plus. Jorma, votre réaction? I hope we don't blame teachers. We should blame teacher training and in-service training. Yeah. Because teachers have their background and their experience. And so if we want to have these new models and new thinking, new teaching methods, working with the enterprises, we should teach the teachers first. Then they can help the students to do that. Et ça, c'est important de le souligner parce que pour aller dans la deuxième partie et parler finalement de la relation entre l'école et l'entreprise, faire plus, faire mieux, finalement, Guylaine, les enseignants, leur job, c'est quoi? C'est de former à des têtes bien faites ou c'est de former des générations qui sont employables et qui vont pouvoir rentrer immédiatement dans le monde de l'entreprise, dans la réalité finalement du monde économique? C'est quoi la définition de ce que l'on vous apprend et de ce qui se fait réellement? Alors d'abord, je ne dirais pas où, parce que je pense que c'est les deux. Oui. C'est les deux. Bien sûr. L'école a, bien sûr, elle a pour mission, si on la prend jusqu'à la 3e, de transmettre le socle commun. Oui. Il faut quand même que chaque jeune, pour qu'il puisse évoluer plus tard dans sa vie professionnelle et dans ses goûts, ses aptitudes, il faut qu'il ait un minimum de connaissances. Oui. L'école doit le transmettre. C'est vrai qu'elle doit aussi transmettre le goût d'entreprendre. J'aime d'entreprendre dans sa vie, ce que j'appelais le goût du risque, oui. Le goût de l'échec aussi quelque part. C'est vrai qu'elle doit le transmettre. J'aime bien l'idée de cet enseignant qui dit moi je leur apprends à être des entrepreneurs, pas forcément économiques, ils vont être de tout. Bien On sûr. peut être un entrepreneur élu, un entrepreneur enseignant, associatif, bien sûr. mais le goût de l'idée, le goût du risque, le goût de toujours avancer, ça fait aussi partie de l'école et ça rejoint le plaisir. Jacques,
vous ne fabriquez pas que des robots et surtout pas à Polytechnique, parce que ce qu'on peut vous reprocher, et c'est marrant, j'en parle parce que hier sur la table ronde que j'animais sur les valeurs de la République, un ancien polytechnicien, 83 ans, donc il est excusable, disait justement, pointé du doigt, que peut-être à Polytechnique, on avait tous l'arrêt du même côté sur la tête, le même costume, le même tailleur, la même paire de pompes et la même paire de chaussettes, et surtout les mêmes origines. Finalement, on sortait dans un moule de Polytechnique, des bonhommes, et je dis bien des bonhommes, pour le peu de femmes, il y en a de plus en plus, mais quand même, qu'il y a. Je me trompe, bien sûr. Oui, oui, vous m'avez dit en coulisses de qui il s'agit, et donc bien sûr, je vais l'inviter à venir visiter l'école d'aujourd'hui. Mais sur le fond, pour revenir sur les enseignants, je pense qu'il faut vraiment arriver à faire évoluer la philosophie de nos enseignants, peut-être la philosophie française, d'une pensée qui est très imprégnée par Descartes. Descartes, c'est « je pense, donc je suis ». Je me souviens de mon prof de philo qui transformait ça en « je doute, donc je suis ». Oui, intéressant. Et qui est donc une philosophie qui est quand même très critique, qui est évidemment utile, mais il faudrait laisser un petit peu de place à Spinoza, à la joie de vivre, à une approche beaucoup plus créatrice et beaucoup plus positive. Comme le disait Mahmudson, le jeune Américain, on lui dit toute la journée qu'il a fait un truc extraordinaire. Et donc, on le valorise. Alors, on est peut-être dans l'excès inverse, mais c'est vrai que le système français fait en sorte que l'échec, c'est l'enfer. Ne serait-ce que par le système de notation, par exemple. Voilà. Et donc, nos enseignants doivent avant tout acquérir un esprit positif. Et puis, ils doivent comprendre l'entreprise dans un monde, comme l'évoquaient d'autres orateurs, où l'entreprise change. Donc, ça va être ça la difficulté, c'est qu'il faut que l'enseignant explique aux élèves ce qu'est une entreprise au moment même où l'entreprise ne sait pas très bien ce qu'elle est, parce qu'elle est perturbée par le numérique, qu'elle est en plein changement, que tout le monde se pose des questions sur ce que seront les jobs de demain. Et donc, il faut une approche qui soit une approche extrêmement ouverte, extrêmement flexible, extrêmement perméable et qui ne repose pas sur des certitudes. On va venir sur justement des cas très concrets. François, je me tourne vers vous là-dessus. L'école et l'entreprise se rencontrent de plus en plus. Il y a presque 10 ans, quand je commençais à animer des débats entre ces deux mondes, où les deux mondes devaient se rencontrer, il y avait la moitié de la salle l'éducation, l'autre moitié le monde de l'entreprise, on ne se regardait pas. Et quand on commençait à leur dire, il va falloir discuter entre vous à Castres, à Tarbes, à Biarritz, à Lille, j'avais des enseignants qui disaient, attends, je vais surtout pas aller faire une réunion au MEDEF, tu te rends compte, c'est salaud du MEDEF. Et puis de l'autre qui disait, les entrepreneurs qui pensent aussi que l'école est un truc poussiéreux dans lequel il ne fallait pas aller. 10 ans plus tard, les choses ont énormément changé. Beaucoup de belles initiatives, je pense à Entreprendre pour apprendre, je pense aux mini-entreprises, je pense quand les boss rencontrent les profs, ou justement les boss rencontrent les enseignants et les enseignants vont passer des jours de stage dans les entreprises. Je pense à la magnifique Confédération nationale des juniors entreprises aussi, qui essaie d'apprendre l'entrepreneuriat à l'université dans les grandes écoles. Pour autant, est-ce qu'on fait assez, François, en la matière ? Alors vous avez raison, on a fait beaucoup, mais on peut encore faire beaucoup plus, je crois. Et moi, je pense à deux sujets qui sont l'apprentissage et l'alternance. Je crois que dans nos entreprises, il faut qu'on accueille plus de jeunes, il faut qu'on soit encore plus ouvert. Évidemment, il y a des freins fiscaux, légaux et choses comme ça. Oui. Je crois qu'on peut nous contribuer en tant que chef d'entreprise et en tant qu'entreprise. Il faut essayer de rencontrer plus aussi, comme je le disais, les professeurs. Et il faut travailler aussi entre les syndicats, le MEDEF, les syndicats professionnels, bien sûr, les chambres de commerce. Les fédérations professionnelles, il y en a beaucoup ici. Absolument, tout à fait. Pour justement dire aussi ce dont nous avons besoin, ou ce dont tous ces organismes ont besoin pour le futur, comment faire, comment mieux former. Je ne crois pas que ce soit à... Il y a certaines grandes entreprises qui disent « je fais ma propre école ». Je ne crois pas que c'est ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut tenir compte de l'ensemble et au contraire essayer de propager cet esprit d'entreprise et ce lien entreprise-école. Allez encore plus loin, on s'adresse ici aux entrepreneurs, aux fédérations qui sont là. Ouvrez les portes de vos entreprises aux enseignants, aux écoles aussi, aux enseignants. Apprenez-leur évidemment. Prenez le temps parce que ce n'est pas du temps perdu, parce que ça va aider les générations. Pour autant, j'en viens, si on demande aux entrepreneurs de faire encore plus d'efforts là-dessus, j'en viens à l'éducation nationale. Permettez-moi de partager avec vous une expérience particulière. J'assistais un jour à une réunion surréaliste au sein du ministère de l'Éducation nationale où on allait faire un séminaire sur l'apprentissage pour les dirigeants de l'Éducation nationale. Et quand je demande mais pourquoi il y a besoin de séminaire sur l'apprentissage au sein du ministère, on me raconte finalement que dans l'éducation nationale, tout le monde ne veut pas de l'apprentissage parce qu'on pense,
que c'est faire entrer le monde de l'entreprise dans l'école, donc ces salauds de capitalistes et de chefs d'entreprise qui sont là. La deuxième chose, on me dit, mais l'école n'est pas forcément là pour préparer les jeunes au monde de l'entreprise, mais pour d'abord en faire des tas de bienfaits. Et la troisième chose, on me dit, mais vous vous rendez compte, si nos jeunes sont formés et à la sortie du collège, un apprenti qui trouve déjà du boulot, qui rentre vraiment en entreprise, il n'ira pas dans le lycée d'enseignement général. S'il n'y va pas, ça fait moins d'élèves. S'il y a moins d'élèves, ça fait moins de profs. Donc vous imaginez comment j'ai pu bondir. Et ça, c'était l'année dernière. Guylaine, va falloir qu'on rattrape un peu le temps perdu et qu'on se foute des coups de pied aux fesses à l'éducation nationale. Aussi. Alors, d'abord, je voudrais citer un cursus d'enseignement qui travaille étroitement avec les entreprises, c'est l'enseignement professionnel. Oui. La création des lycées des métiers a été un grand pas en avant sur le travail commun entreprise et école. Et d'ailleurs, les diplômes évoluent ensemble, oui. avec les deux entités qui se mettent d'accord et qui co-forment les jeunes. Donc, ceux qui réussissent dans l'enseignement professionnel peut réussir dans l'entreprise, peut réussir aussi dans l'enseignement général. Je ne comprends pas très bien comment on a pu vous dire... c'est surtout comme l'a pas dit, j'ai même assisté à la discussion. Vous avez assisté à la discussion. Alors c'est vrai qu'il y a eu, on l'a dit, une grande méfiance entre l'école et l'entreprise pendant très longtemps. Quand j'ai commencé comme jeune enseignante, il n'était absolument pas question de même pratiquement inviter une personne. Bon, ces choses ont quand même beaucoup évolué. Si on prend la population qui est les 40 000 jeunes qui chaque année sortent du système scolaire avant la classe de 3e, avant la fin du socle commun, si on prend cette catégorie de population qui, en général, a peu d'appétence pour l'école, eh bien, l'apprentissage peut être une réponse et doit être une réponse à condition que les entreprises acceptent de prendre ces jeunes qui ont peu d'attrait, je le reconnais, mais pour lesquels il faut faire un effort vraiment important. Chez Polytechnique, ça vous parle, cette question de l'apprentissage, justement, finalement? Oui, à Polytechnique et puis ailleurs, j'ai eu le bonheur de présider de façon non exécutive pendant plus de 10 ans le conseil d'une petite école que j'adore, qui est l'école des mines d'Alès, et qui n'est pas une petite école parce qu'elle joue un rôle social fondamental. Oui. Et dans laquelle on a énormément développé l'apprentissage pour les ingénieurs. Alors on avait un débat, puisque l'IX est très engagé dans les contacts enseignants-entreprises. On avait la semaine dernière, à l'initiative de Xavier Huillard et de l'Institut de l'entreprise, les entretiens enseignants-entreprises. 400 profs tous les ans d'économie qui viennent à l'IX pour écouter un panel d'économistes du meilleur niveau, Philippe Aguillon et d'autres, Agnès Benassi-Kéré, et j'en oublie beaucoup, et Jean Pisani-Ferry. Et à cette occasion, là on parlait d'apprentissage. L'apprentissage va venir en France probablement par son application aux ingénieurs, aux étudiants des écoles de commerce. Il y a des jeunes dans cette école, il y a des jeunes chez nous à l'IX, il y a des jeunes dans les écoles d'ingénieurs qui suivent des cursus d'apprentissage. Il ne faut surtout pas que la France réserve l'apprentissage à ces niveaux qui sont des niveaux un petit peu élevés. Et il faut vraiment qu'on arrive à descendre l'apprentissage en termes culturels et à faire en sorte que toutes les familles, tous les enseignants comprennent qu'un jeune sera beaucoup mieux intégré. Bon, Philippe Crouzet fait une action, et tout le patronat, le MEDEF, l'ensemble du patronat, font, je crois, une action très importante pour que la France comprenne que l'apprentissage est quelque chose qui doit se faire, pas seulement à l'école. L'école a une responsabilité. Bien sûr. Mais il faut aussi que les entreprises s'organisent pour accueillir les apprentis, les intégrer, trouver les bons mentors. Et donc, c'est un travail qui va se développer. Moi, je suis très confiant dans le fait que, oui, dans quelques années, à force de regarder nos amis suisses, nos amis allemands, nos amis finlandais, on comprendra que les jeunes ne doivent pas nécessairement viser un diplôme de l'enseignement supérieur et qu'il vaut mieux qu'ils aient une bonne insertion dans l'entreprise qu'un diplôme qui ne va pas forcément les envoyer vers l'emploi. On va parler des blocages tout à l'heure et certainement des solutions pour lever les blocages. Je me tourne vers Jorma. Le système en Finlande, on vous parle d'apprentissage. Est-ce que ce débat qui est pour l'instant franco-français est un débat que vous avez également dans votre pays? Est-ce que la question de l'apprentissage, la question de cette rencontre entre le monde de l'entreprise et le monde de l'école est quelque chose que vous partagez aussi au quotidien dans votre système éducatif? There is a lot of discussion about apprentices in Finland also, and it's one part of the vocational education and training where it's possible to do
studies like that. And also it's included a compulsory training part in all vocational education and training, and that happens in enterprises. So it's very practical, and schools are cooperating a lot with enterprises. They are even taking part when we make the national qualifications. So, but the question there is what happens before that in compulsory schooling, and that's why we have included in our curriculum 7 broad-based competencies, and one of them is entrepreneurship and also how to learn about the working life. And then it can be small visits from the school to the enterprises, or parents who are working in the enterprises can visit the school and explain what they are doing in their work, what kind of background they have, what kind of education they have. There should be some materials for the students and for the teachers. This is one way to help it, but it should be said loud out. This is important. This is what we need in our education system. Yeah, which is very important for that. François, finalement, est-ce qu'il reste des blocages? Le blocage justement pour avoir beaucoup plus d'apprentis, pour que les entreprises osent l'apprentissage encore plus, c'est quoi? Ce sont des blocages administratifs comme d'habitude, on a des dossiers de 800 pages à remplir et hop, on a autre chose à faire. Est-ce que ça coûte cher de prendre un apprenti? Est-ce qu'on est sur des idées reçues? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on ne passe pas le cap pour en faire beaucoup plus dans l'apprentissage? Alors l'apprentissage, c'est un vrai problème en France. Si vous prenez l'Allemagne, entre 16 et 25 ans, c'est 16% des jeunes qui sont en apprentissage. Et en France? C'est 5%. Non. 5%. 3 fois moins. Voilà, absolument. D'accord. Alors, bon, je ne fais pas d'autres parallèles, mais c'est quand même signifiquif. Alors, quand on voit l'économie allemande et la nôtre. Oui. Je pense qu'il y a tout un... Comme d'habitude, il n'y a pas qu'une solution. D'abord, il y a l'orientation. Il faut que l'orientation soit centrée sur les métiers, vraiment. Et enfin, il faudrait surtout que les personnes qui s'occupent de l'orientation connaissent quelque chose au métier et au monde de l'entreprise. Ça, c'est une vraie première question. C'est une première question, mais c'est comment mieux orienter, mieux informer Bien sûr. Les jeunes à tous les métiers possibles, d'aujourd'hui, mais également de demain. Je pense qu'il faut valoriser aussi certains métiers manuels. L'apprentissage, les métiers manuels, c'est aussi la voie de l'excellence. C'est très bien de faire Polytechnique, c'est très bien de faire HEC, on en a besoin. Bien sûr. Mais on a aussi besoin de boulangers, d'électriciens, de gens qui vont... donc il faut savoir valoriser ça, y compris dans nos têtes de parents, puisqu'on est quelques parents ici, donc je pense que c'est important déjà. Hein. Et puis ensuite, il faut vraiment faire en sorte que la formation, c'est pour acquérir un métier. Ce n'est pas uniquement pour devenir intelligent, ça ne sert pas à grand-chose en réalité dans notre monde économique. Mais c'est vraiment se dire quel métier on peut offrir à nos jeunes et donc on forme dans cette perspective-là. Le dernier point, je pense que c'est vraiment, il faut passer des conventions parce que on essaye de faire des contrats de performance à la Chambre. On vient d'en signer un avec la région. L'idée, c'est la région, l'éducation nationale, les syndicats professionnels, les fédérations. Vous voyez, c'est un ensemble, c'est un mouvement commun qu'il faut qu'on ait. C'est pas alors c'est des petites touches, c'est des petites choses, mais c'est comme ça qu'on fait avancer. Guylaine, en plus de cela, c'est aussi pousser ces générations. Pourquoi pas aller faire des expériences à l'étranger? Est-ce que le système le permet? Vous avez travaillé, vous 10 ans aux États-Unis, New York, San Francisco, dans des lycées français. Est-ce que finalement notre système pourrait permettre à des apprentis d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs, puisque finalement ce qui les attend, c'est ce marché globalisé, cette économie globalisée? Alors, je vais répondre à votre question, mais je voudrais réagir. Je vous en prie. Est-ce que je peux commencer par réagir? Je vous donne l'autorisation. Merci. Je pense qu'il y a une très grande disparité en France des possibilités d'apprentissage. Moi, j'ai connu beaucoup de jeunes, et j'en vois encore maintenant en qualité de médiatrice, qui cherchent des lieux d'apprentissage et qui n'en trouvent pas. D'abord, c'est très difficile dans certains endroits du fait des transports, du fait du tissu industriel, etc.,
de trouver. C'est difficile aussi, il faut le dire, quand on appartient à certaines catégories sociales, qu'on n'a pas les codes. C'est difficile aussi quand, voilà, quand on est stigmatisé. Tout ça rend vraiment la recherche de stage pas toujours évidente dans l'éducation, enfin dans l'enseignement professionnel. On s'en rend compte. Ces jeunes ont besoin, on l'a dit, d'apprendre à s'exprimer, à savoir vivre, à être employables. Donc l'effort, je pense toujours à ces 40 000 jeunes qui n'ont même pas le niveau de troisième. Ils ont peu accès à des stages. Malheureusement, et oui. cet effort que vous décrivez avec les régions, avec le bassin de l'emploi, avec les élus, le monde économique, doit vraiment être fait de façon très volontariste. Et là, on interpelle évidemment le monde de l'entreprise et les fédérations là-dessus. Donnez aussi leur chance, parce que vous préparez la génération de demain. Jacques Biot, je vous ai vu réagir, et vous allez revenir ensuite sur la question de l'étranger. Oui, Jacques Biot. Je voulais réagir sur la position de Guylaine, parce qu'en fait, l'idéal, ce serait que l'apprenti n'ait pas à chercher un stage. C'est-à-dire que le chemin, ça ne devrait pas être je vais en apprentissage dans l'éducation nationale qui me trouve un stage. Oui. Ça devrait être un chemin dans lequel je trouve un employeur qui me prend comme apprenti et qui me place auprès d'un organisme de formation qui va m'apporter les compléments de savoir qui me seront utiles. Oui. Et donc, c'est vraiment vers ça qu'il faut qu'on aille. Et donc, ça veut dire qu'on va renverser quelque part l'ordre des facteurs et faire en sorte que l'apprentissage soit d'abord un emploi et ensuite un dispositif d'éducation et non pas l'inverse. La question de l'ouverture à l'étranger, pour terminer, Guylaine. Alors, c'est très, très difficile dans le système français d'avoir des équivalences avec les diplômes étrangers. C'est difficile au niveau supérieur, c'est difficile au niveau scolaire. Lorsque nous avons, là c'est en qualité de médiatrice, nous avons à aider des dossiers où des jeunes partent, par exemple, passer 1 an aux États-Unis, quand ils veulent revenir dans le système français, il faut qu'ils redoublent leur année, alors qu'ils ont avancé scolairement, qu'ils sont de leur classe d'âge et qu'ils ont appris beaucoup de choses. Donc c'est très difficile dans le système scolaire et c'est aussi compliqué dans le système d'apprentissage. Vous avez les mêmes complexités, les mêmes complications chez vous. Finalement, il y a des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus aisées dans ces relations entre les entreprises, les apprentis, l'école. Comment ça se passe? Et je donne la parole à la salle juste après. Okay. I think we have the same kind of problems, but we have been working on, with this quite a long time, and there are some good models, local models, and also at the national level. It means there is a will to solve this problem and see it very important for the students, the young ones. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on se tourne vers la salle pour vous laisser le temps de poser des questions, d'interpeller les intervenants qui sont avec vous. Je viens vous voir pour savoir qui veut prendre la première question. On va avoir des micros dans la salle. Qui souhaite interpeller vos invités, nous apporter peut-être un éclairage là-dessus? Je vois des mains levées. Alors, monsieur a la main levée, il a son attaché de presse derrière qui fait ça pour bien dire que vous l'avez. Et je l'ai bien vu, vous avez raison, merci d'être venu. Et moi, j'ai justifié votre pige, monsieur, c'est bien. Monsieur, bonjour. Oui. Je vous invite à... Oui. 1, 2, 3. Le micro fonctionne. Oui. Bonjour. Bonjour. Je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît. Pierre Vinicki, fondateur et président d'un think tank qui s'appelle l'Institut Confiance et consultant spécialiste de la mesure et du développement, du renforcement de la confiance dans les entreprises et les organisations. Il y a du boulot. Quelle est votre question? Ma question s'adresse au monsieur finlandais. Jorma Kopinen. Voilà, exactement. J'aimerais demander à ce monsieur, bonjour monsieur, quelle est la place de la confiance dans le mode d'apprentissage et d'éducation en Finlande? Lui accordez-vous une place importante dans le rapport aux élèves, mais aussi dans la formation des formateurs et des enseignants, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure? Jorma. Thank you very much for a very good question. Actually, when we explain to foreigners the Finnish education system, the key word is trust. Is trust from the politicians to the civil servants, from civil servants to the teachers and principals, and the decisions what are made at the local level. And inside the school system, it's the trust from the teachers to the students that they are trying to do their best, and of course the role of the teachers is to guide them, to teach, and to support them. So support and trust, I think this is very important. That's how we try to work.
Merci pour votre question, monsieur. Merci, Djarma, pour la réponse. D'autres questions dans la salle? Qui porte le micro? Deuxième question. Mademoiselle, allez-y. Monsieur, ici, a le micro, allez-y. Et ensuite, monsieur. Monsieur, bonjour. Je vous invite à vous présenter. Peut-être à vous lever, puisque la presse internationale vous filme. Oui, bonjour. Bonjour. Patrice Vanacker, spécialiste d'audit logistique. Juste spécialiste de audit logistique. Très bien. Juste je vous en une prie. question. Je ne suis pas sûr de la statistique, mais peu importe si elle est parfaitement exacte ou non. Il se dit qu'il y a environ un tiers des élèves de Polytechnique qui sont fils ou filles d'enseignants. Est-ce que dans ces conditions, on peut parler d'égalité des chances? Merci. Vous imaginez que dans tous les repas de famille, il s'est fait agresser aussi sur la question. Qu'est-ce qu'il répond à son salaud de beau-frère qui dit à chaque fois « Oui, dis donc, ce sont les mêmes ». Jacques, permettez-moi, et je respecte votre beau-frère, évidemment. Qu'est-ce que vous répondez à monsieur quand on vous dit ça? D'abord, c'est une très bonne question, hein, et c'est aussi la raison de ma présence ici. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a un vrai souci pour développer la diversité et faire en sorte que chacun trouve un emploi. Alors, l'X fait un gros effort, c'est-à-dire qu'on tient un engagement de moyens pour améliorer la diversité. Et là encore, on vient de rentrer la promo 2016. On voit que l'ascenseur social continue à marcher, puisqu'on a un fils de maçon, on a des fils d'artisans, bon, mais les nombres ne sont pas suffisants, et en termes de statistiques, c'est vrai que nous sommes le reflet non pas de la société française, mais des classes préparatoires dans lesquelles nous allons recruter nos élèves. Oui. Et donc, les polytechniciens eux-mêmes s'engagent énormément pour la diversité. Il faut savoir que nos jeunes font d'abord un stage de 7 mois, qui est un stage qui peut être un stage civil. Donc, tous les rectorats ont la possibilité d'avoir des polytechniciens qui viennent faire du soutien pédagogique. On est membre des Cordées de la réussite et de toute une série de programmes pour faire en sorte que des jeunes brillants dans les quartiers puissent accéder à l'enseignement supérieur. Et notre estimation, c'est qu'avec les 100 polytechniciens les plus engagés là-dedans, on touche à peu près 3000 jeunes dans les quartiers. Alors 3000 jeunes, ce n'est pas énorme, mais si toutes les écoles de France et de Navarre font la même chose, toutes les grandes écoles et toutes les universités, c'est clair qu'on aurait une capacité à toucher beaucoup de jeunes dans les quartiers. Bien sûr. Donc je prends le point de monsieur sur le fait qu'effectivement, nous n'avons pas suffisamment de diversité sociale. Par contre, on a érigé ce point. Il y a chez nous une direction, un pôle diversité et réussite qui est extrêmement engagé et que je suis prêt à vous détailler, j'allais dire offline, de façon à ne pas monopoliser le micro. Guylaine Hudson, en quelques mots, pendant que l'équipe Bicast va venir juste me rebooter la tablette, s'il vous plaît. Je vais Guylaine, être un peu polémique. allez-y. Pour réussir à Polytechnique, il faut avoir réussi ses études secondaires. Pour réussir ses études secondaires, il faut être dans de bonnes conditions d'enseignement. L'affectation, je prends le cas de Paris, l'affectation dans les lycées se fait selon certains critères, dont le critère des bourses, qui donne un certain nombre de points. Beaucoup de parents refusent ou sont totalement insatisfaits du fait que ce critère de bourse puisse favoriser certains enfants qui ne sont pas les leurs. Donc il faut vraiment que tout le monde prenne conscience que le critère des boursiers, c'est aussi important pour développer une mixité ultérieurement. Enfin, deuxième chose, dans mon lycée, comme dans beaucoup d'autres, mon dernier lycée, il y a eu une convention avec Sciences Po. Et nous avons réussi à faire, ça s'appelle une convention prioritaire, tout le monde connaît, lancée par Didier Descoings. Nous avons réussi chaque année... Richard Descoings. Richard Descoings, pardon. Nous réussissons chaque année, nous avons réussi, et ça se continue, à faire rentrer des jeunes à Sciences Po qui, au demeurant, réussissent fort bien. En dehors de ces jeunes même, ce que ça donne à l'ensemble du lycée, c'est un formidable espoir de pouvoir un jour accéder à des cursus auxquels ils n'avaient jamais pensé. Donc il faut favoriser ce genre de choses. Je vais prendre d'autres questions, juste vous donner quelques réactions de ce qui se passe sur votre tweet wall avec Bicast. La création des programmes scolaires doit être co-créée avec les entreprises. C'est une jolie proposition. Plus de stages en entreprise, moins de cours trop théoriques. Est-ce que les enseignants sont formés au savoir-être? C'est une large question. Alors quelqu'un nous dit, arrêtons ce système absurde des classes préparatoires avant les grandes écoles. Les cours sont trop théoriques. Pourquoi ne pas s'orienter vers des secteurs où il y a de l'emploi dès le collège? Beaucoup de réactions comme ça. Je vois des questions dans la salle que je vais privilégier là. Monsieur ici, bonjour. Et ensuite, monsieur, bonjour. Bonjour. Je vous invite à vous présenter, monsieur. Thierry Delahaye, MyConnecting. Nous sommes un développeur d'employabilité linguistique et bureautique
par la personnalisation, l'opérationnalité, la motivation. Votre question, monsieur. Merci pour ce débat. Je voudrais entendre vos intervenants sur la formation professionnelle. La formation initiale, c'est un enjeu vital, voilà, tout simplement. Mais la formation professionnelle également, il y a 20 ans, on parlait d'économie de la connaissance. Est-ce que depuis cette vision qui était vraiment avant-gardiste, compte tenu des enjeux digitaux aujourd'hui, on a fait le nécessaire? Est-ce que chacun d'entre vous, vous avez une proposition à nous faire pour véritablement révolutionner l'efficacité de la formation professionnelle? Je veux simplement citer une étude PIAC de l'OCDE qui bouscule nos convictions ou nos croyances. La France est avant-dernière sur les compétences des adultes de 30 à 50 ans. Donc je crois qu'il faut qu'on se mobilise et j'aimerais entendre vos intervenants sur ces sujets et notamment sur le suramortissement de la formation professionnelle. Ça et la question de la formation tout au long de la vie, bien sûr. François, peut-être votre regard là-dessus. Merci monsieur pour cette question parce qu'elle pose, elle pose la question de l'évolution économique. Quand on a fait ces études à 25 ans et qu'à un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît, merci. Et qu'à 60 ans est encore dans l'entreprise, et tant mieux, les choses ont beaucoup changé. Oui. Donc, il faut s'adapter. Donc, je dirais, première réponse, il faut savoir que maintenant, on ne fait pas une seule étude, une seule école et on arrête. Constamment, il va falloir se former, se mettre à jour, évoluer. De la même manière qu'on ne fera pas un seul métier, une seule entreprise, normalement, au long de sa carrière, tout au long de sa carrière. Absolument, exactement. Il faut savoir être souple, être ouvert, être innovant. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut anticiper ce qui va se passer. Je prends un exemple concret dans mon domaine, le smart lighting, l'éclairage, qui va évoluer pour faire des économies d'énergie. C'est un vrai sujet. Nos électriciens doivent être formés à ça, parce que ça devient en fait des gens des télécoms et des réseaux et non plus des gens d'éclairage. Guylaine, juste un mot là-dessus, parce que si on parle de la formation professionnelle tout au long de la vie, c'est aussi une question de formation des enseignants tout au long de leur carrière. Ça existe ? Bien sûr que ça existe. Il y a des plans de formation accessibles à tous les enseignants. Je dirais que le problème, c'est que cette formation n'est pas valorisée dans leur carrière ou pas suffisamment. Oui. C'est ce à quoi il faut travailler. C'est-à-dire qu'un enseignant qui a suivi un cursus de formation professionnelle, il a une valeur ajoutée. Et il faut que ça joue un rôle dans sa carrière. Bien sûr. François, rapidement. Je crois aussi que c'est la responsabilité de nos entreprises d'anticiper le vieillissement de notre population. Bien sûr. Et de proposer des formations au sein de la carrière professionnelle des gens qui travaillent avec nous. Votre question, monsieur. Je vois la pancarte levée depuis tout à l'heure. Je vous invite à vous présenter. Bonjour. Oui, donc Jean-Michel Forgous, porte-parole de Génération Entreprise, qui est un groupe de 150 députés de l'entreprise, proche de l'entreprise. Rassurez-vous, il y a 577 députés. Bien sûr, on est minoritaire. Vous en seriez aperçu si on était majoritaire. Bon, cela dit, il y a deux formes d'intelligence. L'une qui est définie par les chefs d'entreprise. Quand on leur demande qu'est-ce que c'est que l'intelligence, ils vous disent c'est la capacité de trouver des solutions à un problème. Oui. Et puis les intellos qui vous disent, qui se réfèrent à Binet, le psychologue, qui vous disent c'est la capacité d'abstraction et de synthèse. Alors, est-ce que le MEDEF, dans ses réunions, ne pourrait pas produire une nouvelle définition de l'intelligence pour nos jeunes? Ça nous aiderait. Merci beaucoup, monsieur. Le MEDEF saura peut-être vous répondre. Y a-t-il une dernière question dans la salle pour ne frustrer personne? 5, 4, 3, 2, 1. Je frustre tout le monde parce qu'on va aller ensemble vers le mot de conclusion, si vous voulez bien. Bien sûr que le débat est passionnant. Il y avait une question? Oh, vous êtes passé, mais vraiment à deux de la correctionnelle. Monsieur, bonjour. Je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît. Le micro fonctionne, allez-y. Bonjour. Non, le micro va fonctionner, en fait. Le micro dans la salle. Ne vous inquiétez pas, ça fonctionne. C'est la pancarte S. Ça fonctionne? Oui, monsieur, okay. Bonjour. Pardon. Présentez-vous. Alors, bonjour, Romain Tanguy, président de la Confédération nationale des juniors entreprises. Ah, mais la fameuse dont je vantais les mérites tout à l'heure. Bonjour. C'est ça. Ça va fonctionner. Voilà, on a l'interface entre entreprises. Vous savez quoi? Je vais vous apporter un micro également. On en a un autre en salle, s'il vous plaît? Ou ne dites pas à ma mère que je fais hôtesse, elle me croit journaliste. Monsieur, je vous apporte ce micro qui vient de la scène.
Allez-y, Merci. posez votre question. Donc oui, on représente un mouvement de 19 500 étudiants, donc des étudiants qui, en plus de leur cursus scolaire, donc en établissement supérieur, vont donner du temps bénévole pour aller travailler pour des entreprises, sur des problématiques d'entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ça fait 50 ans qu'on existe et qu'on a très peu de soutien, qu'on n'est pas reconnu en France. Ce qu'on se pose comme question, c'est à qui la responsabilité? Les chefs d'établissement, un problème avec les institutions publiques, ou est-ce que c'est les étudiants qui ne sont pas réceptifs? Merci, Voilà. il doit y avoir évidemment des torts des deux côtés. Je récupère le micro, jeune homme, donnez-moi ceci s'il vous plaît. Jolie question, parce que ces juniors entrepreneurs qui se forment à l'école, à l'université, qui connaissent d'ores et déjà le monde de l'entreprise pendant leur formation, mais pour autant, ils ne se sentent ni considérés ni entendus. Qui peut répondre, par exemple, à cette attente de la nouvelle génération? François Séguineau, la patate chaude est pour vous, évidemment, puisque vous êtes entre les deux, entreprise et école. Moi, je crois qu'il y a un travail, c'est très dommage que vous estimez pas être reconnu, parce que je crois que c'est un travail commun. Enfin, je veux dire, c'est travailler ensemble, se faire connaître, travailler, former, se rapprocher de certaines écoles. Un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît. Merci. Le débat n'est pas terminé. Allez-y. Non, je crois que ce qu'il faut, voilà, c'est favoriser justement le lien entre les jeunes entrepreneurs, les écoles, de façon à ce que justement leurs besoins se fassent sentir qu'ils soient, qu'on forme ces jeunes dont vous avez besoin et dont ce genre de formation a besoin également. Vous les connaissez, vous avez une belle junior entreprise à Polytechnique. Il y en a une bien sûr, et puis un gros dispositif pour favoriser la création d'entreprises. On va passer à la conclusion, parce qu'on est obligé de se frustrer nous aussi. Finalement, en regardant vers l'avenir, quel est votre souhait, quel est votre mot, celui que vous aimeriez partager avec nous tous? Si on se retrouve dans 5 ans, 10 ans autour de cette table, finalement, qu'est-ce qui se sera passé? Qu'est-ce qui aura changé? Et sur quoi les uns et les autres, vous pouvez, si ce n'est vous engager, en tout cas, travailler pour faire changer les choses? Jacques Biot. Ça répondra aussi à une question des intervenants sur la formation professionnelle, mais aussi la formation initiale. S'il vous plaît, dans la salle. C'est très important de développer le goût des sciences expérimentales. François a dit tout à l'heure, il ne faut pas que les gens n'apprennent que les maths. Et je crois que notre enseignement est parti beaucoup trop vers l'abstraction. Ça a été dit par certaines personnes dans la salle. Oui. Donc, développer les sciences expérimentales, et il faut inclure dans les sciences expérimentales l'économie. J'appelle votre attention sur le bouquin qui vient de sortir, Pierre Cahuc et André Zilberberg. Le négationnisme économique. Comment se débarrasser du négationnisme économique? Il faut vraiment transformer nos enseignants pour qu'ils soient porteurs d'un esprit positif, qu'ils soient porteurs d'un esprit positif en faveur des sciences dures, en faveur des technologies. C'est la technologie qui va changer le monde. C'est la technologie qui va créer de l'emploi. Et donc, développons vraiment ce goût de l'expérimentation, y compris en économie. Et c'est même la technologie qui peut aider l'enseignement maintenant à travers des outils précieux. Guylaine Hudson. Alors moi j'aimerais que nos 40 000 ou 140 000 jeunes, tous niveaux confondus, qui n'ont aucun espoir scolaire, puissent trouver des lieux d'apprentissage. J'aimerais qu'ils aient, par leur expérience d'apprentissage, et aidés évidemment par aussi l'école, qu'ils aient le goût d'entreprendre, qu'ils aient le goût d'aller plus loin dans leur... et pour cela qu'on leur ait donné une chance, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. La chance et le goût d'entreprendre, merci de le souligner. Jorma Kaupinen, votre mot de la fin. I wish that students are more heard at the school level than also in the decision making. For example, in my country, they are always represented when we have reforms in education system. The student organizations are always involved at the local level and at the national level. Then I think what I can tell a short example. We have worked 20 years with the vocational education and training, and now it's very attractive. After compulsory schooling, 50% of the school leavers are going to continue their studies in vocational education and training. So it's possible to improve it, make it more work-related, and to keep those competencies what are needed in the working life. Thank you very much for that, and to be here today. Thank you. Merci. François Séguineau, le mot de la fin. Alors ma conclusion, ce sera qu'en 2020, il y aura 2,3 millions d'actifs qui seront
pas qualifiés en France. Et au même moment, nous aurons 2,2 millions d'emplois qui ne seront pas pourvus. Donc il est urgent qu'on fasse quelque chose. Et je crois que ce sera l'apprentissage, les pépinières de jeunes et l'alternance. Et je veux qu'on fasse de l'alternance, de l'apprentissage, la voie de l'excellence également. Et c'est bien le réveil de la force que nous appelons de tous nos voeux ici, à travers cette table ronde. Ils étaient vos invités ce matin, je vous demande de les applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup madame, merci beaucoup messieurs. Merci à vous. Bravo à vous. Et un petit mot, puisqu'on parle des gens qui travaillent pour la réussite, je ne voudrais pas qu'on oublie ensemble les équipes techniques, au son, à la lumière, à la vidéo, les équipes logistiques et les équipes du MEDEF qui font ce joli travail. Vous pouvez aussi les applaudir, ils le méritent. Merci. Je pense que vous attendez également ensuite la nouvelle table ronde juste après. Donnez-nous des raisons d'y croire. C'est l'ami Frédéric Ferrer qui va prendre la suite maintenant. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et merci pour le plaisir que j'ai de vous accompagner également. Bonne journée à tous.